Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le découpage des régions tel qu'il a été fait, avec la création de très grandes régions. 13 grandes régions. Ce redécoupage a été une catastrophe. On a créé des régions trop grandes. Il y a qu'à faire moins de régions. Donc il y a un problème 5 comme les numéros de téléphone. Non. On a découpé pour faire des grandes régions, avec l'idée que Big is Beautiful. L'INSEE a fait une évaluation des grandes régions sur l'aspect du développement économique et là a démontré la plus-value des grandes régions pour la structuration des filières industrielles. Il faut gérer autrement, en donnant des assouplissements possibles pour rapprocher le citoyen des centres de décision. Quand vous voulez créer une filière économique, vous devez la créer de bout en bout. Et sur 4 départements, je suis désolée, ce n'est pas pertinent. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Faut-il redécouper les grandes régions? Emmanuel Macron reçoit ce lundi des associations d'élus pour les sonder sur son projet de réforme institutionnelle. Il est question de redécoupage de ces régions, Frédéric. La Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. 12 départements chacune pour ces deux régions qui ont une identité pas toujours commune à l'intérieur avec ces départements. Ces régions sont-elles cohérentes? Nous posons la question sur Sud Radio. Emmanuel Macron lance une consultation à la portée affective considérable. Le président veut revenir à un schéma plus simple, à taille humaine. Les présidents de région s'opposent à toute idée de redécoupage. La présidente de Région de France, Carole Delga, explique que la dynamique économique s'est beaucoup plus renforcée dans les grandes régions depuis la réforme qui date de 2015. Il faut dire que la place de ces super présidents de région est quand même très valorisante. On ne les imagine pas les brader. Redécouper les grandes régions, est-ce incontournable pour vous, les auditeurs de Sud Radio, ou au contraire, ça ne sert à rien dans l'immédiat? Et ils nous disent oui, à 63%. Et pour en parler, notre invité est avec nous, André Valigny, sénateur de l'Isère et ancien secrétaire d'État à la réforme territoriale. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être avec nous. Juste avant de revenir avec vous, monsieur le sénateur, un tout petit mot de Philippe Bilger et de nos éditorialistes. Monsieur le ministre, je pense à l'André Valigny qui connaît très bien ce qui s'est fait. Mon cher André, est-il vrai que la structuration de ces régions a été faite dans les derniers temps de manière relativement improvisée, de sorte que je pense qu'aujourd'hui, on perdrait de l'argent et surtout ce serait totalement inopportun de les réadapter, de les réajuster, même si je conçois que telle ou telle trouve qu'elle n'est pas affiliée à celle qui conviendrait. Bonsoir mon cher Philippe. Alors la réponse à la première question est oui, ça a été fait à la fin. Le page a été arbitré au dernier moment, si j'ose dire, mais cela avait été préparé par de nombreuses réunions, de nombreuses réflexions, et la réunion d'arbitrage finale s'est tenue à l'Élysée sous la présidence du président de la République, François Hollande, avec Manuel Valls, moi-même et quelques autres participants. Mais tout ça n'a pas été improvisé. On a décidé au dernier moment, effectivement, le choix final, mais ce choix avait été préparé de longue date. Deuxième question, la taille des régions est un plus aujourd'hui. La grande taille des régions est un plus, et ce sont les présidents eux-mêmes qui le disent, de droite comme de gauche. Alain Rousset, président socialiste de la Nouvelle-Aquitaine, Carole Delga, présidente socialiste de l'Occitanie, comme Xavier Bertrand, président LR des Hauts-de-France, et enfin Laurent Wauquiez, qui est mon président de région, si j'ose dire, en Rhône-Alpes-Auvergne. Tous les quatre, à la tête de ces grandes régions, disent que c'est un plus, que ça a permis de faire des économies, je dis bien des économies, ils le disent tous les quatre, et qu'en plus ça donne une force considérable sur le plan économique. C'était notre objectif. On peut peut-être juste rappeler qu'avant, il y avait 27 régions avec fameuse Picardie, Limousin, tout ça. Vous êtes passé dans un premier temps à 14, puis vous avez tranché et vous êtes passé à 13. Non, 27 régions avec les régions d'outre-mer. Il y en avait 22 en métropole, on est passé à 13. Je rappelle aussi que ces régions, ces 15 régions, initialement, avaient été préconisé par le rapport du comité Balladur auquel j'appartenais, avec Pierre Mauroy, avec Dominique Perben, Gérard Longuet, présidé par Édouard Balladur, et en 2010, nous avions préconisé 15 régions. Donc ça n'est pas sorti d'un chapeau comme ça au dernier moment, c'est une réflexion de longue date, et puis j'entends parler toujours d'identité, mais ça ne veut rien dire l'identité régionale. C'est pas sûr. Mais enfin, les identités, elles remontent au Moyen-Âge, à la Renaissance, au siècle des Lumières, à la Révolution française. C'est une sédimentation d'identités plurielles, au pluriel,
qui se sont constitués au fil de l'histoire de France. Il y a le Berry, la Margeride, les Cévennes, l'Aubrac, le Dauphiné. Moi, je me sens dauphinois, je ne me suis jamais senti rhône-alpin. Rhône-Alpes était une création totalement artificielle. Auvergne-Rhône-Alpes est tout aussi artificielle, mais ça a du sens sur le plan économique. Tom Connon. Et justement, alors moi, sur la question que je me pose, c'est effectivement la question des ensembles, de la redéfinition des ensembles. Ça me semble cohérent, effectivement, quand il y a une logique économique derrière. Et moi, ce qui me frappe, je suis pas du tout un spécialiste de ce sujet, mais c'est que finalement, la tendance du monde, c'est un peu une régionalisation du monde. Et les pays deviennent un petit peu des régions à l'échelle du monde. D'ailleurs, la France devient une forme de région, de grande région, et c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, à l'échelle du monde, mais comme d'autres pays également, une région de l'Europe, voilà. Et donc, finalement, le fait d'avoir d'autres distinctions à l'intérieur de ces grandes régions européennes, encore une fois, il n'y a rien de péjoratif dans ma bouche. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec la logique des métropoles? Parce que moi, ce qui me semble fort, ce qui me semble pertinent, par exemple, si on pense au tourisme, si on pense voilà, au développement économique en général, on pense beaucoup en termes de métropole. Voilà, on pense à Paris, on pense à Bordeaux, on pense à Lyon, on pense à Marseille, on pense éventuellement, je sais pas, à Nantes, etc. Et c'est un peu comme ça, finalement, que peut-être les chefs d'entreprise, peut-être les acteurs économiques, les investissements de l'étranger sont aussi peut-être orientés ou programmés. Donc, est-ce que vraiment la question de la région est si importante? Est-ce que c'est vraiment l'élément moteur? Il faut les deux. Il faut de grandes métropoles puissantes avec beaucoup de compétences. C'est ce qu'on a fait aussi dans la réforme territoriale, parce qu'on n'a pas fait qu'agrandir les régions. On leur a donné beaucoup plus de compétences. On a créé les métropoles. On a agrandi les communautés de communes et on leur a donné beaucoup plus de compétences. Tout ça était un ensemble qui visait à donner plus de force à nos collectivités locales. Et effectivement, dans la compétition européenne et même mondiale qui existe aujourd'hui sur le plan économique, il faut avoir de grandes métropoles et de grandes régions puissantes. Est-ce que ça va pas déclasser, ça n'a pas déclassé certaines villes, par exemple? Non, je ne pense pas. Effectivement, on peut penser aux anciennes capitales régionales qui ont mal vécu et qui vivent toujours mal. C'est à ça que vous pensez, Madame de Mélibus, je pense. Les anciennes capitales régionales qui ne sont plus aujourd'hui capitales régionales. C'est vrai que pour elles, c'est un peu difficile. Il y a Clermont-Ferrand, il y a Limoges, par exemple, des villes comme ça. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, des mesures ont été prises par l'État pour que des services y demeurent. Les services de l'État, ils sont toujours. Et puis, des présidents de région, de nouvelles grandes régions, ont fait en sorte que leurs nouvelles grandes régions aient des antennes, notamment dans les anciennes capitales régionales, comme dans toutes les capitales départementales, il y a des antennes de la région. Oui, Madi Saïdi. Oui, alors moi, la question que je me pose, c'était de savoir, est-ce que cette réforme, en 2016, lorsqu'elle a été faite, est-ce que c'était pas une réforme purement politique, avec une volonté de donner davantage de pouvoir à certains politiques sur certains territoires, en mettant de côté la question de l'identité? Et d'ailleurs, aujourd'hui, pardonnez-moi, sénateur, d'ailleurs, aujourd'hui, je me demande si l'objet de faire une nouvelle réforme, c'est pas justement de reprendre le pouvoir aux personnes auxquelles on l'avait donné. Mais non, parce que les personnes auxquelles on donne le pouvoir, elles changent. À chaque élection, les choses sont remises en cause et les présidents de région ne sont pas là pour l'éternité, heureusement, premièrement. Deuxièmement, j'ai rappelé tout à l'heure que l'idée de grandes régions venait de loin. J'ai parlé du comité Balladur en 2010 et même avant, on parlait déjà de faire des régions plus grandes. Enfin, franchement, avoir deux Normandies, Basse-Normandie et Haute-Normandie, vous pensez que c'était raisonnable? Non, ça c'était ridicule. En revanche, une Normandie, c'est bien. Ouais. Voilà, très bien. Une petite région comme le Limousin, avec la Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne, vous pensez que c'était jouable, que c'était viable? Non, mais en revanche, la coquiner avec l'Auvergne, c'était crédible parce que ça faisait une belle petite région du centre. Oui, vous avez raison, monsieur, on y a pensé. On a pensé faire une région massive centrale entre l'Auvergne et le Limousin. Sauf que Hollande lui-même nous disait, marier deux régions pauvres, ça ne fait pas une région riche. Et je pense que les gens de l'Auvergne, notamment de Clermont-Ferrand, mais pas seulement, sont plus heureux d'avoir été mariés avec Rhône-Alpes qu'avec le Limousin. Est-ce que vous êtes aujourd'hui comme ces patrons de région qui disent que c'est absurde? C'est-à-dire que maintenant que ça a été fait... Évidemment, oui. Évidemment, on ne va pas revenir en arrière, faire un nouveau découpage. Donnons un peu de temps aux réformes de s'installer, faisons un peu de... Arrêtons le court-termisme, ça fait même pas 10 ans que ces régions existent. Il faut laisser le temps aux choses de s'installer, aux gens de s'approprier ces régions. C'est ridicule de vouloir les redécouper maintenant. Personne ne le demande d'ailleurs, personne.
Oui. Oh, peut-être certains usagers qui se disent tiens, j'habite en bas de Biarritz et puis je dois aller jusqu'à Bordeaux pour. Alors justement, voilà, j'attendais l'argument. Est-ce que vous allez souvent au siège de la région? Qui va au siège de la région? Personne. Aujourd'hui, avec les visioconférences, les fonctionnaires eux-mêmes travaillent le plus souvent depuis leur bureau ou dans des salles de réunion en visioconférence. C'est vrai que le Covid a changé beaucoup de choses. Mais bien sûr, mais quand j'entends qu'en Rhône-Alpes-Auvergne, il faut une journée pour faire Aurillac, Annemasse et retour. Mais quels sont les gens d'Aurillac qui vont tous les jours à Annemasse et inversement? Justement, on a un appel au 0836 0826 Restez avec nous, sénateur. 0826 300 300. Roland est avec nous. Roland, vous vouliez réagir? Oui, merci Cécile, merci Frédéric. Bonjour monsieur le sénateur, bonjour Audrey-Voix. Bonjour. Alors, pour moi, en ce qui concerne le redécoupage des régions, je pense que M. Macron est surtout un brasseur d'air en plein mouvement sociaux contre la réforme des retraites. Il passe sur un nouveau sujet déjà controversé a priori, qui va probablement, je pense que lui mise sur ça, qui va probablement mobiliser l'opinion et détourner en quelque sorte le président de ses obligations vis-à-vis du peuple au sujet des retraites. Et en fait, il agit comme si la réforme était déjà actée en ce qui concerne les retraites. C'est-à-dire qu'il est déjà passé à un autre sujet. Voilà, oui, tout à fait. Vous restez avec nous, Roland, 0826 300 300. Frédéric est avec nous d'Arcachon. Bonsoir Frédéric, bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup de me prendre à l'antenne. La Nouvelle-Aquitaine. Oui, la Nouvelle-Aquitaine. Elle n'est pas petite, cette région. Alors là je suis encore, je dirais, dans le secteur, dans la vraie Aquitaine. Non, moi écoutez, j'appréhende beaucoup parce que ces régions, c'est quelque chose de terrible au niveau effectif des collectivités locales, des fonctionnaires. C'est un millefeuille très copieux au niveau des effectifs régionaux. Alors vous savez, moi j'ai encore peur parce que la réforme de Hollande, ça a été quand même les régions étaient majoritairement socialistes, donc on a fait quand même plaisir à beaucoup d'amis quand on voit que Nantes est restée à part, n'est pas été intégrée à la Bretagne. Enfin, tout ça a été assez comique, si on peut dire. Mais moi je dis touchons à rien parce qu'on va encore rentrer dans des dépenses de fonctionnement, on va encore multiplier les régions et les sous-régions. Alors surtout ne touchons à rien parce que elles nous coûtent déjà très cher et je pense franchement que laissons l'État et c'est tout. Alors, sénateur, une réaction peut-être. Oui, monsieur d'Arcachon a raison. Laissons la réforme s'installer. Faisons un point dans 5 ou 10 ans peut-être, mais on va pas redécouper les régions qui en plus, je le répète, donnent satisfaction dans l'ensemble à peu près tout le monde. Et les présidents de région eux-mêmes, de droite comme de gauche, disent que c'est très bien comme ça, qu'ils ont plus de force, de puissance, de compétences, de rayonnement économique. Donc on ne va pas casser ce qui fonctionne. Bon, Cécile, vous savez ce qu'on va faire autour de la table? On va demander aux vraies voix s'il y a un cas particulier de ces grandes régions qui leur semblent bizarres. Il y a par exemple le Grand Est, franchement, celui qui habite Sedan, aller à Strasbourg en Alsace, Alsace-Lorraine, d'accord, mais la Meuse et tout, après Sedan, etc. Vous, des exemples, Philippe Bilger. Vous permettez de traiter un autre sujet? Évidemment. J'aimerais, Cécile, André, vous êtes un analyste brillant de la vie politique et est-ce qu'au fond, cette volonté de réforme de la structuration des grandes régions n'est pas le signe d'un vice français, c'est-à-dire ne pas faire les réformes nécessaires et s'attaquer à des réformes parfaitement inutiles? Ça a pu arriver, oui, effectivement. Je pense que celle-ci serait totalement inutile. Il faut continuer, en revanche, à décentraliser. Je pense qu'il y a des compétences comme la santé ou le service public de l'emploi ou le logement qui sont des compétences qu'on pourrait tout à fait transférer aux régions. Je crois qu'il faut continuer à leur donner des compétences, des moyens d'action supplémentaires. Vous savez, malgré leur taille plus importante, malgré l'agrandissement géographique auquel on a procédé, les régions françaises restent des naines économiquement sur le plan financier par rapport aux régions allemandes, aux régions italiennes, aux régions espagnoles. Donc il faut leur donner plus de moyens, plus de compétences. Pour rebondir sur ce que disait Frédéric Brindel, est-ce que par exemple le Grand Est, quand Jean Rotner, l'ancien président, disait qu'il parfois il mettait 6 heures pour aller d'un bout à l'autre, c'est aussi un souci. Dans la mouture à 14, vous aviez l'Alsace-Lorraine, puis après vous avez changé. Non, alors d'abord l'Alsace-Lorraine, à part le cliché historique qui remonte au début du XXe siècle, c'est pas si évident que ça. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets, bien sûr, et il y avait une vraie logique à faire Champagne-Ardenne avec la Lorraine,
beaucoup plus que Alsace-Lorraine. D'ailleurs, quand on dit Alsace-Lorraine, c'est Alsace-Moselle. C'était ça le problème qui se posait jusqu'à la guerre de 14. Donc Alsace-Lorraine, ça n'avait pas beaucoup de sens. En revanche, Lorraine et Champagne-Ardenne, ça pouvait avoir du sens, mais c'était deux régions pauvres. Ce qu'on a voulu faire, c'est arrimer la Lorraine et Champagne-Ardenne à l'Alsace, qui est une région très riche, avec Strasbourg, qui est une grande métropole. Et Jean Rotner, lui, bien sûr, il était président de région, donc il avait à se déplacer. C'était son rôle de se déplacer d'un bout à l'autre de la région. Mais je le répète, les habitants d'une région ne passent pas leur temps à sillonner la région d'un bout à l'autre. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que finalement, depuis plusieurs années, j'ai pas mal sillonné les régions de France dans différents cadres et en échangeant avec des gens sur des sujets, jamais ce sujet n'est apparu comme problématique. Ça montre bien, effectivement, je pense qu'en effet, les gens sont beaucoup plus préoccupés par la question de l'efficacité dans les dépenses publiques, dans la gestion et dans le millefeuille administratif qui est quand même qui reste quand même toujours un problème dans ce pays, semble-t-il. Mais effectivement, à aucun moment l'élément identitaire, culturel n'est apparu comme vraiment totalement hostile à ce qui a été fait. Et ça me semble quand même être la leçon première à retenir. Merci en tout cas, sénateur André Valigny, d'avoir été avec nous, sénateur de l'Isère et ancien secrétaire d'État à la réforme territoriale. Merci en tout cas. Personne ne s'est mouillé sur Nantes en Bretagne, merci. J'ai essayé, personne. Vous alors, Nantes en Bretagne. Qu'on me donnerait la parole et je voulais parler de la Normandie et de Nantes. Et Nantes alors, en Bretagne ou pas en Bretagne? Oui, en Bretagne. Moi, ça me surprend que ça soit pas en Bretagne. C'est ce que me disent tous les Nantais. Et tous les Nantais. Nantes en Bretagne? Oui, alors on peut parler de l'équilibre économique parce que Nantes sert à la région Pays de Loire, du coup, ça aurait été l'argument. Voilà. Mais j'entends que l'argument du sénateur, c'était de dire qu'il fallait un équilibre économique. Oui, alors, on prime l'équilibre économique ou affectif? Économique. En tout cas, dans un instant, Roland va pouvoir choisir contre qui il veut jouer et ce sera le quiz de l'actu. À tout de suite.